Take me round the world and back again, as I'm searching for my soul out there. Oh, there's something that I'm wondering, where I'm going when my story ends. It doesn't even matter anyway, no. We're focused and I'm coping with the pain, yeah. We're only getting older by the day, yeah. We're only getting older. It doesn't even matter anyway, no. We're focused and I'm coping with the pain, yeah. We're only getting older by the day, yeah. We're only getting older. Keeps me up all night, keeps me, got these thoughts that keep me up all night. Keeps me up all night, keeps me, get the... Bonsoir mesdames et messieurs, bonjour, dépendamment d'où vous habitez. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Newsology. Et d'abord, la première chose que je voudrais faire, c'est de m'excuser pour le délai. Ça fait quasiment 3 semaines qu'on n'a pas eu d'émission. C'est dû à des voyages purement basés sur le business. Donc, vu que je suis entrepreneur sur le côté, donc des fois, je suis appelé à voyager à travers différents pays en Afrique pour pouvoir suivre mes business et tout ce qui suit. Donc, encore une fois, nous revenons avec une édition que je pense qui sera spéciale, avec un super invité, un jeune homme entrepreneur, un monsieur entrepreneur, un monsieur politicien congolais, qui s'appelle monsieur Patrick Kalonji. Je vais vous l'introduire. Bonsoir Patrick. Bonsoir mon frère et ami, comment vas-tu? Je vais très bien et toi-même? En grande forme, ça va. D'accord, parfait. Sans plus attendre, Patrick, peux-tu te présenter au grand public qui ne te connaît pas? Il est très difficile par moment de me présenter parce que sous divers casquettes, écoutez, je suis Patrick Kalonji Tshilombo. Pour faire bref, je dirais citoyen congolais, homme d'État. D'accord, homme d'État. D'accord. Et Patrick, déjà, le dénominateur commun qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le Congo. D'accord? Exactement. Et avec ton expérience en tant qu'homme d'État et avec toutes les aspirations que tu as, je sais, parce que je te connais personnellement, que tu es issu, tu as grandi à Kinshasa, mais tu as eu à vivre à l'extérieur. Donc, tu es issu de ce qu'on peut considérer une forme de diaspora, même si ça fait un moment que tu es revenu au Congo. D'accord? Est-ce que tu peux dire quelle est ton appréciation du Congo que tu as connu? Parce que je pense que tu es parti à l'époque du Zaïre. Et en revenant au Congo, tu peux me donner ton impression de qu'est-ce qui a changé sur différents secteurs? Ton impression, tu peux aller dans tous les sens que tu veux. En fait, j'ai remarqué une dégradation sans lendemain. Mais disons que depuis l'avènement du nouveau chef de l'État, nous sommes en croissance. Mais de mon retour, j'ai vu une dégradation hors du commun. Moi, j'ai grandi au Congo, je jouais au football, ou comme à l'école, je prenais l'eau du robinet. Et quand je suis revenu au Congo, juste le simple fait, il était impossible de prendre l'eau du robinet. Déjà, même ça, c'était un choc. En partant du Congo en fin 98-99, je n'ai laissé quasi 0 groupe électrogène. Et aujourd'hui, c'est dans toute la ville de Kinshasa. Ça veut dire que si on part sur ces 2 faits-là seulement, on se dira qu'il y a vraiment une dégradation. Il y a eu une dégradation, mais là, le Congo est en plein taxi pour prendre son envol et les jours meilleurs sont devant nous. Absolument, je suis d'accord avec toi. Et par rapport à la dégradation dont tu fais signe et allusion, qu'est-ce que tu penses qui serait l'apport? Parce qu'au milieu de tout, il y a l'homme. Il y a l'homme congolais qui se situe au milieu de tout. Qu'est-ce que tu penses qui serait l'apport de toi, avec ton œil, avec la perspective que tu as pu développer à l'étranger? Qu'est-ce que tu penses qui serait l'apport de cette nouvelle génération de Congolais de classe moyenne qui ont étudié à l'étranger, qui ont appris de l'étranger et qui reviennent? Quel serait notre apport dans l'immédiat, sur un plan de vue économique et sur un plan de vue politique, par exemple? Alors, si nous prenons l'aspect religieux de la chose, Simon Kimbangu avait dit que les enfants reviendront de partout, de différents pays. Ils parleront différentes langues et ils viendront développer. Et c'est cette diaspora-là aujourd'hui, selon mon entendement. Et en même temps, on ne peut pas développer un pays sans la classe moyenne. Et la classe moyenne du Congo aujourd'hui, c'est sa diaspora. Il faudra mettre des mécanismes
ensemble pour faire revenir cette diaspora qui est très forte. Parce que vous voyez, une des faiblesses de la diaspora, c'est que c'est seulement la diaspora qui crie, qui est associée ou affiliée au mouvement combattant. Mais on ne vous parle pas du nombre de professeurs d'université que nous avons. On ne vous parle pas des Congolais qui sont à la NASA. On ne vous parle pas des Congolais qui sont dans l'armée américaine. Des officiers supérieurs, je ne parle pas des moyens, des officiers supérieurs à l'armée américaine, canadienne, française, et j'en passe. On ne vous parle parce que cette diaspora, en fait, a toujours souvent tendance de se retirer de sa communauté une fois qu'il atteint un niveau. Il faut justement réconcilier cette chose-là. Parce qu'aujourd'hui, la classe moyenne, c'est cette diaspora-là. Quand il y a des deuils à Kinshasa, c'est qui enterre? C'est la diaspora. Les fêtes de Noël, les rentrées scolaires, c'est la diaspora. Si je ne m'abuse, l'année 2017, lorsque la prévision budgétaire du Congo était à 4 milliards, mais seulement avec Western Union, la diaspora avait atteint 7 milliards, quasi le double du budget. Absolument. Je ne parle pas de MoneyGram et des autres systèmes virtuels. Donc, il faut avoir créé un système, un mécanisme pour mettre ces diasporas à pied d'œuvre. Et je prendrai encore un autre exemple pour conclure. Le Congo n'a jamais ça fait longtemps que le Congo n'a pas participé dans une Coupe du Monde, mais moi, quand je vois chaque Coupe du Monde, mais je vois le Congo. Vous voyez le nombre de compatriotes qui jouent en France, en Belgique, même en Algérie, il y avait un gardien congolais, et j'en passe, en Hollande, et j'en oublie les meilleurs. Alors, parlons de ça, si tu permets que ça t'interrompe, Patrick, parlons de ça, de cette fuite de capital social, de cette fuite d'intellectuels congolais due à la situation qui était socio-économique et culturelle, où beaucoup de Congolais sont allés en exil pour avoir un meilleur avenir. Et comme, par exemple, il y a le premier choix de la draft américaine qui se dit français, il est de nationalité française, mais il s'appelle Wembonyama, c'est un Congolais de son père. Donc, il y a une fuite de talents, il y a une fuite de Congolais qui vont à gauche et à droite. Déjà, par rapport à la double nationalité, c'est ma première question. Est-ce que tu penses que ça sera un plus si on peut permettre la double nationalité? Et de deux, qu'est-ce que tu penses, pourquoi est-ce qu'on a besoin au niveau individuel? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous organiser, nous la diaspora, moi et toi qui nous parlons maintenant, ou bien des Congolais? Je suis à Kinshasa en ce moment. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir nous organiser et emmener un apport constructif en se basant sur des institutions, pas des individus qui font ça individuellement des coins? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ok, d'abord, si j'ai bien compris, est-ce que tu peux reformuler la question? Elle m'a échappé. D'accord, laisse-moi reformuler. Parce qu'on y va d'ordre. La diaspora approche. Parlons de la double nationalité, c'est ça. La double nationalité, oui. Au niveau de la double nationalité, moi, je suis pour la double nationalité. Mais sauf la double nationalité pour les Congolais d'origine. Veut dire que nous pouvons encadrer cela. Vous voyez, comme aux États-Unis, comme au Canada, on peut avoir la double nationalité, par exemple. On peut s'inspirer de ça, mais sauf des pays limitrophes. Veut dire que vous pouvez être américain-congolais, mais vous ne pouvez pas être américain-canadien. Alors, pour notre souveraineté, par exemple, nous pouvons avoir cette approche. Donc, on peut être congolais guinéen, mais pas congolais rwandais, par exemple. Pas congolais centrafricain. Donc, nous devons accepter cette double nationalité, mais l'encadrer. Le Congo est le deuxième pays au monde qui a le plus de frontières. Le premier pays, c'est la Chine avec 10 et le Congo suit avec 9. Voilà. Alors, nous devons mettre cette politique pour protéger notre intégrité, notre souveraineté nationale. Nous sommes obligés de nous protéger par rapport à ça. Ou nous pouvons seulement dire Congolais peut avoir la double nationalité qu'un Congolais d'origine. Alors, ça nous permet de ramener les meilleurs des nôtres qui sont dehors, parce que le développement ne se fournira que dans l'unité et non de manière solitaire. Donc nous avons besoin de nos fils qui sont partis. Ceux-là qui ont développé le Rwanda aujourd'hui, c'est leur diaspora. L'Israël aujourd'hui, c'est la diaspora. Donc il y a des multiples exemples et nous devons composer maintenant. Et il y a même un malaise qui existe à Kinshasa aussi, que j'ai ressenti depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, c'est qu'ils disent que il a ramené ses amis, il a ramené sa diaspora. Non, nous sommes Congolais à part entière. Moi, je suis Mukalenga Kalonjika Ninda Wachilobo. Congolais à part entière, moi. Comment voulez-vous qu'on m'exclue de ma nationalité et tout ça?
Je suis parti au pays pour des raisons que tout le monde connaît, pour les raisons dont toute la diaspora est partie. Si on mettait un avion là-bas, des avions frétés, que tout le monde devait sortir, ben, tout le monde partirait. Et aujourd'hui, le Congo a besoin de notre expertise et nous sommes prêts à l'apporter. D'accord, merci. Et la deuxième partie de la question était de savoir, il est vrai que dans d'autres pays, tu as parlé d'Israël, tu as parlé du Rwanda, il y a aussi le Vietnam, il y a la Chine, dont la diaspora est allée s'éduquer avec tout le système d'éducation de l'Ouest et sont revenus avec la technologie, avec le savoir-faire pour pouvoir développer leur pays, où ils sont capables d'offrir, ils ont décentralisé toutes les industries de production de l'Europe qui est allée vers la Chine, et c'est ça qui fait la puissance de la Chine. D'accord? Qu'est-ce qui fait que la diaspora congolaise continue à fonctionner de manière dispersée? Pourquoi est-ce que les Congolais, il est très difficile pour nous de collaborer et de créer des institutions? Je parle d'institutions par rapport à quoi? Je vais énoncer un fait que je vais garder pour la fin, mais je pense qu'il est important qu'on puisse y aller. D'accord? Je mets le contexte et après ça, tu pourras répondre, Patrick. Comment ça se fait que à Kinshasa, par exemple, ça peut être controversial et je m'en excuse déjà d'avance, mais comment ça se fait qu'il y a plusieurs communautés de nos frères venant d'autres pays qui viennent et qui s'organisent? Par rapport à quoi qu'ils s'organisent? La distribution, la petite et la grande distribution appartient à des peuples spécifiques au Congo. Tout ce qu'on mange, en général, appartient à des nations spécifiques. Ça, c'est un. Les mines, ça appartient à des nations spécifiques. D'accord? Donc, les boîtes de nuit, il n'y a plus de boîtes de nuit congolaises, à ce que je sache, appartient à des nations spécifiques. L'hospitalité, les hôtels, les restaurants, appartient à des nations spécifiques, à part peut-être Chimaraflore, à part peut-être l'Imalewa. Ce qui signifie que le Congolais, chez lui-même, n'est même pas capable de contrôler certaines industries, où on se retrouve avec un pouvoir d'achat et on est limité qu'à position de consommateur. On pourra plus développer, mais dis-moi, en termes de constat, qu'est-ce que tu penses qui cause ces situations? Est-ce la politique interne ou bien c'est juste que la diaspora ne veut pas s'investir dans ces différentes industries? Alors, je te répondrai en deux volets. Il y a des parts de responsabilité partagées. Dans la première part de responsabilité, qui est la responsabilité que j'estime qui est de la diaspora, c'est que nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble. Je t'ai dit ici, une fois qu'un Congolais évoluait, se développait économiquement, financièrement, il prenait une licence avec sa communauté. C'était déjà ça. Donc, il prenait déjà une licence avec sa communauté. Donc, il y avait cet écart avec l'intellectualisme et il y avait déjà une différence entre l'énergie et le savoir de l'autre. Normalement, nous devions mettre en commun l'énergie et le savoir de l'autre pour pouvoir évoluer. Ça, c'est le problème qui s'est un peu basé sur la diaspora. Les jours passés, les Congolais venaient à l'étranger avec un visa d'études. Ils venaient déjà avec une psychologie pour apprendre et retourner chez eux. Aujourd'hui, la plupart des Congolais que nous avons dans la diaspora, c'est des gens qui ont immigré, qui viennent déjà comme immigrants et qui viennent avec mépris de leur pays. Veut dire avec l'idée de ne jamais revenir et de ne jamais... je ne sais pas si on a été interrompu à quel niveau. Non, on est toujours en ligne. Voilà. Oui. Alors, la plupart des Congolais qui ont immigré à l'étranger, c'est vraiment avec l'idée de ne plus jamais revenir. Donc, oui, nous avons changé cet état de fait. Et ça, c'est une chose. De deux, il y a la politique congolaise, où tous les pays évoqués, et nous ne avons pas tout évoqué, qui ont réussi avec l'immigration, ont créé une politique de réintégration et qui n'existe pas chez nous. Toi, là, tu es reparti au pays, tu es reparti seul par altruisme et par patriotisme. Mais sinon, il n'y a pas une politique qui t'accompagne. Sinon, tout ce qui est mis en marche, c'est pour te contraindre d'évoluer. Alors, il faudrait justement une vision pour ça. C'est voilà pourquoi nous nous proposons sur cette démarche. Il faudrait une vision qui va préparer la réintégration, canaliser nos efforts. Je t'ai parlé tout à l'heure des frais de Western Union. Vous savez qu'au Nigeria, chaque année, le gouvernement demande à Western Union de réparer une université donnée. Au cas où il ne le fait pas, on le sanctionne davantage parce que par rapport aux frais donnés. Donc, nous n'avons aucune vision de cela. Dans le passé, on nous avait nommé un ministre de Congolais de l'étranger, mais qui naviguait à vue, qui n'a jamais habité à l'étranger, qui ne connaît pas l'étranger. Si tu permets, qui n'a même pas fait de recensement de combien de Congolais habitent à l'étranger. Aucun recensement. Rien n'a été fait, rien n'a été organisé au fait.
Exactement. Aucune carte consulaire, rien. Donc, nous devons mettre un terme au népotisme et au favoritisme. Il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Les erreurs que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas, nous, à nous mettre ensemble, à dégager une énergie. Il faut voir les seuls combats. Tu verras dans aucun pays de la diaspora où nous avons un président national de la diaspora. Nous avons le président de telle ville, on aura un président de Manchester, de Londres. Ils n'ont même pas une conférence de président. Donc, il faudrait une politique nationale qui encadre toute la diaspora et qui les permet de revenir justement pour propulser cette réintégration. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je perds le fil de me dire pourquoi nous sommes sur le plan économique, nous sommes nulle part. Mais absolument. Nous n'avons aucun crédit. Tous ces gens qui viennent, qui travaillent au pays là-bas, qui ont les restaurants, les hôtels dans lesquels tu fais allusion, ils ne le font pas sur fonds propres. Il y a une politique d'accompagnement. Donc, ils reçoivent des financements pour le faire. Et nous ne recevons pas des financements. Pour avoir un financement pour un Congolais à Kinshasa, si vous êtes chanceux, vous êtes entre 10 et 12%. Et pour ça, il faut avoir un gage. Un taux d'intérêt très élevé, oui. Voilà. Et pourtant, les autres ont, ont des crédits à 1%. Cela doit être... Patrick, si tu permets que je t'interromps dessus, pour te relancer juste, tu ne penses pas que c'est le fait qu'il n'y a plus de banques commerciales congolaises? Tu ne penses pas que c'est ça qui cause le fait que le taux d'intérêt, le pourcentage, tout ça, le taux d'intérêt est très élevé pour les Congolais, vu que le risque est élevé? Ça, c'est une réalité pour les banques que je considérais comme des banques étrangères qui opèrent sur le sol congolais. Il n'y a plus de banques congolaises. Est-ce que c'est normal? Comment ça se fait qu'il n'y a aucune institution pour accompagner, que ce soit les Congolais de la diaspora, ou bien tout Congolais qui veut essayer de faire des millionnaires au Congo? Comment ça arrive? Comment on fait? Alors, les seuls millionnaires qui existent au Congo, c'est des politiciens ou des pasteurs, à défaut l'armée. Et ce qui est le contraire de ce que nous avons connu, nous connaissons en Occident ici. En Occident, tu ne vois pas un politicien, à moins qu'il ait issu d'une famille d'industrie ou industrielle ou ceci, mais on ne voit pas des militaires millionnaires. On ne voit pas des militaires construire des immeubles comme policiers. On ne voit pas des pasteurs en tant que tel. Et c'est ce qui existe un peu chez nous. Donc, le détriment des autres font la force de tierce. Alors, nous devons justement aller au FPAU, Fonds... FPI, Fonds Promotion Industrielle. Oui. Industrielle. Mais si moi et toi, nous allions dans... C'est vrai que vous avez dit que nous ne parlons pas d'individus et tout ça, mais je ne citerai pas les noms, je vais rester dans les lignes. Mais il faut voir qui est financé là-bas. Qui est financé là-bas? Les mêmes qu'on connaît. Le népotisme, le favoritisme, le clientélisme. C'est ça qui doit être changé, justement. En fait, les idées ne triomphent pas. Si vous apportez les bonnes idées et vous mettez ça en avant, mais vous n'êtes pas financé. Justement, il faudrait une politique pour réencadrer cela. C'est ce que nous vivons au Congo aujourd'hui, la politisation dans toutes les institutions. Voilà pourquoi il y a autant de candidats dans cette élection. Voilà pourquoi tout le monde va en politique. Parce que tout a été politisé. Redonnons les financements à tout le monde, mais pour ne pas perdre le fil de mes idées, comme vous avez dit, pourquoi nous n'avons pas des banques nationaux à nous? Mais c'est les mêmes conditions. Les apports qu'ils demandent nous excluent. Tu as parlé des mines. Ils vous demandent à peu près 1-2 millions pour avoir un permis d'exploitation. Comment on obtient ça? Donc, le contexte est créé pour nous exclure au préalable. Alors, justement, ça va demander une vision et notre implication aux affaires. Voilà pourquoi nous nous engageons politiquement pour redresser cette barre. On va en venir, mais avant qu'on y aille, on va prendre une petite pause. Mais avant de la pause, je dois juste réitérer le titre. C'est République démocratique du Congo d'hier, c'est ce qu'on vient d'approcher, aujourd'hui et de demain. On va aller dans la section aujourd'hui, mais avant ça, on va finir avec la section d'hier avec un petit clip. Et j'aimerais que vous commentez dessus, que tu commentes dessus, Patrick, juste après, d'accord? On va prendre une petite pause. Parfait. Kaka
Monsieur le secrétaire général, Messieurs les ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le peuple zaïrois, regroupé tout entier au sein du mouvement populaire de la Révolution, notre parti national, m'a chargé de présenter, à travers cette auguste assemblée, les remerciements des citoyennes zaïroises et des citoyens zaïrois à l'Organisation des Nations Unies. Si une infime minorité des pays membres de cette organisation avait refusé de participer à l'opération Congo à l'époque, la grande majorité a cependant mis spontanément des troupes à sa disposition ou est intervenue financièrement pour cette opération, ce qui a permis de maintenir la paix, l'unité et l'intégrité du territoire national. Aux uns et aux autres, à travers l'Organisation des Nations Unies, le Zaïre dit grand merci. Les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous, afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Les uns voulaient nous recoloniser économiquement, tandis que les autres voulaient nous dominer idéologiquement. Le Zaïre, qui est passé d'un homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation. Nous revoilà de retour. C'est juste un court extrait du maréchal Feu, président Mobutu. Déjà, c'était son anniversaire le 14 octobre. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu fait de show. Donc, bon anniversaire et paix à son âme, paix et prospérité à son niveau. Dis-moi, Patrick, là, c'est quasiment un discours qui était le 4 octobre 74, si je ne me trompe pas. D'accord? Ouais. Et le Congo souffre toujours des mêmes maux. Une prédation par rapport à ses ressources naturelles, une prédation à tout niveau, où, au niveau local et domestique, on nous impose des hommes providentiels qui vont soi-disant venir tout changer notre situation. Mais qu'est-ce que tu penses que nous devrons faire, nous, en tant qu'individus? Parce que toute société commence avec des individus qui créent d'abord une communauté locale et après ça, une communauté régionale et tout ce qui suit, ça se propage sur tout un pays. Qu'est-ce que tu penses que les individus devront faire? Parce que de 74 à aujourd'hui, la situation est la même avec la guerre d'agression que nous avons à l'est du pays. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir éviter et créer une autonomie? Ça, c'est un. De deux, s'il te plaît, permets-moi de dire ça, avec le vent qu'il y a, tous les conflits qu'il y a à travers le monde, que ce soit en Israël et Palestine, que ce soit en Ukraine et Russie, que ce soit dans la région des Sahel, partout. Il y a un vent et finalement, il est clair maintenant qu'il y a deux blocs. Il y a BRICS et il y a l'OTAN avec la tutelle des États-Unis. Quelle opportunité tu penses au niveau national que la RDC a pour pouvoir essayer de naviguer à travers toute forme de géopolitique, géostratégie, pour pouvoir avoir une forme de contrôle, même rien que sur le prix de ces ressources, et d'avoir un transfert de connaissances pour pouvoir développer non seulement ces industries, ces voies de communication, ces infrastructures, et pour finir, développer le capital social, les humains, qui aient le savoir-faire pour pouvoir être totalement autonomes de la transformation de ces ressources. Alors, c'est déjà un discours que je connais par cœur. Et ça, c'est pour commencer. De deux, tu as totalement raison pour dire qu'il n'y a pas eu des grands changements dans le fond. Mais on peut quand même, sur la forme, dire que le niveau d'intellectuels ou le nombre d'intellectuels qu'il y avait hier est beaucoup plus élevé aujourd'hui. La prise de conscience d'aujourd'hui est encore beaucoup plus élevée que hier. Alors, si hier, la prise de conscience était, ou que la population croyait que le développement viendra de l'Occident, et aujourd'hui, je peux te dire à 60% selon mes estimations, toute la population sait que le développement ne viendra que de nous, ne passera que par nous. Et la seule condition sine qua non pour cela, c'est l'unité des Congolais. C'est de combattre justement la gabégie et
combattre la gabegie, combattre le tribalisme. Et c'est en fonction, ça fait... En fait, le développement ne passera que par l'unité. Et c'est ce dont le maréchal s'est battu pendant longtemps. Voilà, donc plus personne ne croit que le développement viendra de l'Occident. Le développement va passer par nous, par la diaspora, par la sagesse ancestrale également. Et voilà pourquoi le maréchal faisait allusion à la colonisation où nous contrôlait idéologiquement et financièrement. C'est notre première grande faiblesse, c'est le contrôle idéologique. Et nous avons la chance. Au début, nos parents pensaient que tous les Blancs étaient intelligents. Et moi et toi, nous avons étudié avec eux à gauche à droite, nous avons réalisé que ce n'était pas une histoire de peau. On en connaît des idiots. Pour ne pas... C'est un fléau international, les idiots. Voilà. Donc, il y en a dans tous les pays. Donc, il y a les médiocres qui sont partout. Et comme chez nous, comme chez eux, nous avons déjà franchi un premier pas, c'est que nous avons franchi le complexe de supériorité. Aujourd'hui, quand on est face à qui que ce soit, indien, chinois, cartésien, nous discutons d'égal en égal. C'est déjà ça qui n'existait pas. Après, aujourd'hui, on sait que le rapprochement il est économique. Ce n'est pas parce qu'ils ont pitié de nous qu'ils nous aiment. On sait que c'est un terme d'intérêt. Ça veut dire que hier et aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a déjà cette prise de conscience qui entre et tout ça. Et on sait qu'aucun pays ne peut vivre en vase clos. Ils ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'eux, si pas plus, eux ont besoin de nous. Alors, oui, mais le rapport de force, la volonté de puissance. Le rapport de force, il va exister, mais moi je pense que nous devons le prendre graduellement. Parce que tout le peuple n'a pas intériorisé ce que moi et toi avons intériorisé. Ça veut dire que nous devons prêcher. Moi et toi, nous allons faire les rails et nos enfants feront le train. Et le train passera. Incrémentalement, oui. Incrémentalement. Je vais te donner un exemple. On a parlé des mines qui sont ensuite. On a, par rapport au consensus de Washington, par rapport à la Banque mondiale, le FMI, nous avons des dictats. Les dictats font qu'aujourd'hui, par exemple, dans notre code financier, prenons le code minier. La redevance minière du Congo aujourd'hui est de 10%, mais pendant longtemps, elle n'a été que de 1%, pendant qu'au Congo en face, à Brazzaville, était de 18%. Ça veut dire que quand le Congo vendait un diamant de $100, le Congo ne percevait que $1. Ouais. Il y a des questions à se poser. La Belgique qui n'a pas de diamant, pourquoi Anvers détient le monopole de la bourse? Pourquoi la bourse n'est pas chez moi à Mbujimaï ou à Boya là-bas? Parce que c'est là-bas d'où ça vient. Donc aujourd'hui, nous posons les questions. Aujourd'hui, nous n'acclamons plus. Et nous savons, nous allons renverser les choses. Nous devons revoir le code d'investissement. Dans le code d'investissement, par exemple, vous verrez, et c'est ça pourquoi tu dis que nos opérateurs économiques sont faibles. Si tu vas voir le code d'investissement en ce moment, tu vas voir que tout cela qui importe au pays n'ont pas de barrage douanier. Barrage douanier, ce n'est pas la douane. Je veux dire, si tu es en France, en Belgique, et par exemple ailleurs, en Allemagne par exemple, tu vas voir que le Français, quand il va aller vendre Peugeot, Renault, Citroën en Allemagne, on va lui mettre une taxe pour que ces véhicules français soient toujours plus chers. Que la les incentives, on appelle ça, oui. Voilà. Et que la Mercedes, que la BMW, même l'assurance, même les pièces, c'est justement pour protéger, encourager l'industrie locale. Et quand l'Allemand va venir en France, on lui fera la même taxe. C'est-à-dire le protectionnisme économique. Quand tu viens au Congo, ils sont exonérés de ces barrages douaniers. Ça veut dire que le riz thaïlandais coûte moins cher que le riz local. Le poulet français coûte moins cher que le poulet local. Le pain chinois coûte $10 pendant que le pain des Afrique est à $20. Alors, aussi longtemps que nous ne reparons pas toutes ces politiques qui nous ont été imposées, il sera difficile de se développer. Alors, le problème est ailleurs. Il faut un leadership éclairé. Patrick, une vision de... Justement, il faudrait un leadership éclairé, un leadership net pour protéger l'industrie locale, créer justement nos millionnaires. Tu as parlé de créer les millionnaires, mais nous ne pouvons pas les créer lorsqu'on ne les met pas dans une position de compétitivité. Nous devons créer cette compétition, revoir le code minier,
revoir le code d'investissement. Et même dans le code d'investissement, là, on va, en Europe, ici, si tu gagnes même à la loterie à 1 million de dollars, tu vas dire que je prends mon argent, je pars avec. Tu te dis, non, non, mon ami, 80%, 70%, dépendamment du pays, l'argent doit être dépensé localement. Nous, ils ont ce qu'on appelle des briefcase companies. Ils ne sont, toutes les compagnies que tu vois, ne sont pas obligés de garder leurs dividendes sur place. Alors, nous devons, je peux te parler du code financier, le code d'investissement, jusqu'au matin, où il faut réguler, revoir tous ces choses-là. Mais nous avons des professeurs en économie, en finance et tout ça, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on ne va pas revoir ces codes-là? Il faut revoir le code financier, le code d'investissement, le code minier, le code forestier. On vous dit que dans le code forestier congolais, on a juste autorisé l'exploitation artisanale. Mais ils font de l'industriel. Et son béton, vous voyez qu'il y a un désordre donné. Donc, pourquoi j'appelle pour le renouvellement de la classe politique et de nous faire confiance. La jeunesse d'aujourd'hui que je représente ne veut plus acclamer, ne veut plus réfléchir par procuration, est jaloux de son indépendance d'esprit et prêt à s'assumer. Voilà ce que nous disons. En tout cas, j'adhère à quasiment 90% de ta réponse. J'adhère totalement. Mais en parlant de ça, en se basant sur l'homme congolais, qu'est-ce que tu penses déjà, en parlant de toi, parce que tu as mentionné tout à l'heure que tu es la nouvelle classe politique, que tu représentes la jeunesse et tout ce qui suit. Pourquoi ce choix de province? Pourquoi? Aller en province? Oui, pourquoi? Parce que je vais d'abord te parler de manière familiale et après je te reviendrai dans le fond. J'ai pris le système nigérien, je me suis inspiré de ça. Que tout celui qui avait un petit moyen développait chez lui, en province. Et les enfants me disent, « Oh mais papa, ces vacances, mes amis sont allés au Niger, mais ils étaient au village chez eux. Ils font du champ, ils font l'élevage, ils font de la pisciculture, ils font ceci. » Et nous sommes focalisés sur Kinshasa. Voilà ce qui a aussi tué le développement chez nous. Parce que le développement part de chez nous. Je vais te donner un autre exemple. Dernièrement, j'étais à Mbujimaï, au passage du chef de l'État à Mbujimaï, Antoine Félix Tshisekedi. On se rend compte qu'à Mbujimaï, il y a plus ou moins 4 hôtels seulement. Je veux dire que tous ceux qui nous avons connus comme ministres, DG, gouverneurs, ambassadeurs, généraux et tout ce qui s'ensuit, n'ont pas une seule maison à eux. Je ne te parle pas de développement. À eux, au niveau de chez nous. Mais par contre, si tu permets, en Belgique, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, ils en ont. Ils savent tous les compter. Alors, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ont commencé à passer la nuit 4 ou 5 officiels dans la même chambre. Pourquoi? Parce qu'on a raté ce développement-là. Alors, il faut savoir d'où on vient et où on part. Et je me suis dit, mais rentrer, je suis congolais, pour ne pas parler de moi, j'ai des investissements dans les autres parts du Congo. Je ne concentre pas ça seulement chez moi, mais je me suis dit justement, je dois aller défendre les miens directement. Je suis congolais, tout congolais le mien. Là, je m'engage dans une campagne nationale, pas pour défendre les autochtones seulement, mais au niveau national. Mais le développement doit partir de quelque part et nous avons choisi de partir de chez nous, où on nous connaît aussi. Absolument. Merci pour ta réponse. Nous allons entamer la dernière partie du show, parce que je sais que tu es un homme occupé, que tu as des choses à faire. La dernière partie du show, je vais commencer par mettre le contexte déjà de la question. En revenant sur ce que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi j'en parle? Il y a une réalité. J'ai travaillé dans les ressources humaines pendant très longtemps à travers le monde et au Congo aussi. Je suis entrepreneur qui travaille dans les ressources humaines aussi, d'accord? Et en parlant de ça, je me rends compte que la plupart de personnes que j'ai eu à côtoyer, avec des grandes boîtes au Congo, la plupart on suppose, faisons des statistiques vraiment basées sur la spéculation. Je vous invite, vous tous, à faire vos recherches. Et j'aimerais ton commentaire dessus, Patrick. Sur 100% de la population congolaise, parlons de Kinshasa, on est 12 millions, mais au Congo, on est presque 100 millions, 102 millions, d'accord? Il paraît qu'il n'y a que 35 à 40% qui ont un emploi, que ce soit formel ou informel, d'accord? Et maintenant, dans les 35%, disons, qui travaillent, on dira que la plupart sont en dessous de 1000. Et ceux qui sont à partir de $1000 jusqu'à peu près 3000, 4000, on peut les considérer comme les classes moyennes. Il y en a très peu. Et après ça, il y a les autorités, les politiciens, les militaires, les hommes d'affaires, qui sont en rapport avec l'oligopoly des multinationales et des différents lobbies de différentes races asiatiques, disons indiennes, libanaises, et tout ce qui suit.
Sur les 30% qui travaillent, la plupart sont en CDD, à contrat à durée déterminée. Disons, sur les 100% qui travaillent, on va dire que 30% sont en CDD et 40 à 50% sont en journalier, dans l'informel et journalier. Donc, ce qui signifie que ça sera très difficile pour eux d'avoir accès à une forme de crédit dont on a mentionné déjà avant. Et avec ce crédit, pour pouvoir se propulser au niveau de classe moyenne, qui est, selon la définition de la Charte internationale, c'est d'avoir un bien immobilier pour pouvoir justifier les ressources qu'ils ont et pouvoir envoyer leurs enfants à l'université sans prendre de crédit, payer eux-mêmes et l'enfant à l'endroit où habiter. C'est ça la définition de la classe moyenne. Il y a très peu qui peuvent se permettre de faire ça au Congo, à part la diaspora et certains qui sont cadres dans les compagnies privées et publiques aussi. Où j'en viens, c'est quoi? Il n'y a aucune garantie d'emploi où ceux qui ont des CDD et des journaliers peuvent se projeter sur le futur. Je répète encore, l'agroalimentaire contrôlé par des étrangers. L'immobilier contrôlé par des étrangers. Gombe ne nous appartient plus. D'accord? La grande distribution des étrangers. Tous les projets des étrangers, dont l'argent va à Bombay, va à la capitale du Liban, va aux États-Unis, va en Russie, je ne sais pas où ça va, n'est pas réinvesti à Kinshasa. Je me rappelle encore tout petit, il y avait des mamans qui vendaient du pain, qui vendaient au marché, qui envoyaient leurs enfants à l'université avec cet argent. Elles n'existent plus parce qu'elles doivent faire la compétition. C'est très rare. Elles doivent faire la compétition avec Kilmarché, SK, GG Mart et tout ce qui suit. Donc, il y a une grande concentration de revenus du bas de la pyramide qui va vers le haut immédiatement parce que le Congolais est réduit à titre de consommateur. Toi, au pouvoir, qui aspire à Chilengue, qui aspire encore beaucoup plus, que je sais que tu es ambitieux, comment est-ce qu'on peut renverser ça de manière incrémentale parce qu'on a besoin d'employeurs pour initier une forme d'incentive pour permettre aux Congolais lambda d'avoir un train de vie décent? Ok, d'abord, je dirais que je trouve que tu es très généreux lorsque tu estimes que c'est 30% des Congolais qui ont un emploi. À Kinshasa, nous pouvons parler de 30%. Mais pas en tout le pays. Quand on met dans tout le pays, on peut revoir ça entre 10 et 8%. Et encore, parmi les 10%, on peut dire qu'il y a 4 qui ont un salaire régulier. Donc, nous devons revoir ouais, encore. Mais je suis d'accord avec toi lorsque tu as parlé de la spéculation. Donc, ça, nous pouvons être d'accord là-dessus. Mais pour redonner justement ces classes moyennes, c'est une histoire de politique, d'encadrement. Oui. Alors, comment donner des crédits? Vous savez, il faut toujours commencer avec l'existant. Améliorer l'existant. Il ne faut jamais détruire l'existant et vouloir créer. Ça, c'est dans le droit administratif comme dans la politique. Pas réinventer la roue. Ouais. Voilà. On doit se baser sur l'existant. Prenons ce qui existe d'abord. Est-ce que nous ne pouvons pas accorder des crédits aux fonctionnaires qui existent, dont l'État peut se porter garant? Parce que le problème du crédit, c'est le gage. Alors, ceux-là qui n'ont pas de maisons, comment ils vont faire pour avoir des maisons? C'est le problème qu'il y a eu ici en Europe ou qu'on a souvent en Occident. Ils disent que tu n'as pas des expériences, personne ne pouvait pas travailler, mais vous ne voulez pas me donner d'emploi. Comment je vais acquérir l'emploi si on ne me donne pas la première chance? Je veux dire, ça doit commencer quelque part. En commençant quelque part, l'État, en améliorant le salaire des fonctionnaires de l'armée, de la police, peut être le gage du soldat, du policier, du fonctionnaire, en disant, voilà, on te donne ceci, mais nous retirons à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Si nous commençons par l'existant, cela est faisable. Même Jésus, quand, je sais que ce n'est pas une émission chrétienne, mais je donnerai un exemple. Quand les autres viennent lui dire qu'ils ont faim, ils demandent, vous avez quoi? Ah, nous avons du pain et des poissons. Donnez d'abord ce que vous avez et je multiplie. Après, on part sur la phase de vase d'eau. Lorsqu'il y a eu carence de vin, ils disent emmenez d'abord ce que vous avez. Donc, il faut toujours commencer par quelque chose. Rien ne se crée, tout se transforme. Tu vois? Alors, pour moi, nous devions d'abord commencer par ceux-là que nous avons identifiés, ceux-là qui ont des salaires, ceux-là qu'on connaît, leur faciliter d'abord à eux le crédit, et eux créeront cette classe moyenne-là. Et surtout, créer des politiques d'entrepreneuriat.
Parce que chez nous, il n'y a pas de politique d'entrepreneuriat. Et c'est ça la plupart des problèmes des pays en Afrique. Ce n'est pas seulement le problème du Congo. Quand vous allez au Congo-Brazzaville, quand vous allez au Gabon et ailleurs, 60% de la population sont de la fonction publique. Et un pays ne se développe pas avec la fonction publique. Donc nous devons créer cette classe moyenne, mettre les cadres et conditions qui permettent ces accès-là. Et le Congolais a envie d'entreprendre. Moi, ça m'étonne quand on me dit que le Congolais est fainéant. Mais celui qui va travailler pendant 8 mois, 9 mois sans être payé, 1 an sans être payé, il marche même à pied pour aller dans ce travail. Pour moi, c'est du patriotisme. Mais non, le Congolais a donné au Congo. Il est temps maintenant que le système soit réparé, qu'on ait des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut éviter de mettre des gens qui apprennent au sommet, les gens qui viennent sans vision et sans projet d'action. Je suis d'accord avec toi sur la plupart de ce que tu as dit. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Mais dis-moi, quel est ton projet à Chilenge? Qu'est-ce que tu comptes faire? Quels sont les secteurs porteurs que tu peux commencer à développer? Ou bien, quelle sera ta vision par rapport à Chilenge? Ok, d'abord, là, je vais sur une députation nationale. Alors, il est vrai qu'au niveau du pays, il n'y a pas les mêmes urgences partout. Alors, au niveau de le développement de Chilenge est interlié avec le développement de tout le quartier oriental de la MIBA, qui est elle-même interliée par la MIBA, la société minière de Bakonga. Donc, tous les Wewa que vous voyez à Kinshasa aujourd'hui n'étaient pas là en 96, 97, 99. Parce que la MIBA, une fois qu'on a tué la MIBA, tous mes frères que vous voyez là-bas, c'est la conséquence de l'assassinat de la MIBA. Ils ont créé la SACIM, une compagnie parallèle qui exploite les mines de la MIBA. C'est la même chose qu'ils ont fait avec l'ONATRA. Ils ont créé un port parallèle qui est mieux outillé que l'ONATRA et qui a asphyxié l'ONATRA. Alors, nous devons faire cette réparation-là. Alors, il est difficile de parler de politique de Chilenge. Si on parle de Chilenge, ça fait 3 ans que j'ai plus de 100 hectares là-bas, que je suis dans l'agriculture, donc j'encourage mes frères et sœurs à aller en agriculture. Et j'encourage la diaspora d'investir chez eux aussi, parce que si nous faisons tous la même chose, nous pouvons, tant soit peu que mal, apporter un souffle. Mais la politique devrait être une politique nationale. Veut dire, mon plus grand rôle, je suis le défenseur de mon peuple, l'avocat de mon peuple, porter haut tout ce que les derniers pensent tout bas et leur rester fidèle et loyal. Un député ne crée pas des projets de société. Ce n'est pas le rôle du député de créer un projet de société. Des projets de loi. Voilà, les projets de loi. Justement, les projets de loi doivent être relatifs à la volonté et aux attentes de la population. C'est un peu ça. Donc, les problèmes sont connus. Nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes de route, nous avons des problèmes de soins médicaux, nous avons des problèmes d'emploi. Et c'est un peu tout qui se passe au Congo. Alors, je m'engage et me mets le premier devant la population pour justement porter leur desiderata à point nommé. Alors nous allons travailler sans complaisance. C'est ce que j'ai dit, en politique, nous venons pour 2 raisons. Nous venons par conviction ou par opportunisme. Et nous sommes motivés, guidés par la conviction. Tu me connais depuis que nous sommes très jeunes et j'ai toujours combattu l'injustice d'où qu'elle venait. Absolument, je confirme. Et pour finir, c'est une question qui sera assez complexe. Hein. Voilà. Où est-ce que tu vois le Congo en 2045 ? En 2045, je vois un Congo prospère. Je vois un grand Congo. Je vois un Congo qui nous connaissera. Je vois un Congo qui va attirer des peuples et des peuples. Je vois des nations venir du partout. Franck Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. Et je vois le Congo, je vois la jeunesse de ce pays mettre le doigt sur cette gâchette. Et je vois le Congo se développer. Et le Congo est un pays hospitalier qui va accueillir tout le monde. Multiculturel. Et ça sera la fierté et la dignité de l'Afrique. Et je peux te dire, même qu'avant cette date, le premier pays africain champion du monde sera le Congo. Si tu permets que je te relance sur la même question, c'est juste une sous-question. Les 4 derniers mois, je dis bien les 4 derniers mois, d'après les statistiques de
l'Organisation mondiale de la santé, l'Espagne vient de faire 4 mois sans aucune naissance. Ouais. Sans aucune naissance, 4 mois entiers. La population européenne est vieillissante. Donc, vous connaissez les problèmes de la loi de retraite, de pension et retraite en France. En Angleterre, ils peuvent bien parler d'immigration, mais ils en ont besoin pour la force de travail, comme on dit workforce, qui vont les permettre de pouvoir financer les retraites des générations à venir, parce qu'ils ont besoin d'avoir une continuité. Le Congo est projeté d'avoir une population de à peu près 300 à 400 millions de dollars d'ici, 300 à 400 millions d'habitants d'ici 2030 à peu près, ou plus. On est projeté de doubler 2030 à 2050. Ce qui signifie que démographiquement, les choses vont changer. Mais malheureusement, du président Mobutu, dont on avait des ministres de l'économie et de l'agriculture, parce que 300-400 millions de personnes ont besoin de manger. Les politiques avaient été créées sous les plans à long terme, moyen et long terme. 5. Patrick, tu es toujours là? Patrick, on a un problème technique, mesdames et messieurs. Il va falloir être un tout petit peu patient que M. Patrick puisse revenir. Allô? On va prendre une petite pause musicale le temps que M. Patrick puisse revenir. Elle sera très brève. À très bientôt. On a été coupé. Allô? C'est de retour. Ouais. Oui, Ouais, désolé, mesdames et messieurs. Oui, on a un petit problème technique. Donc, où je veux venir, c'est quoi? L'Inde a la plus grande population mondiale en ce moment, avant même la Chine. Ils ont passé au 1,5 milliard, je pense. Donc, où je veux venir, c'est quoi? Avec toute forme d'épopée démographique, vous avez besoin d'avoir des ressources, non seulement pour vous nourrir, une politique d'agriculture qui va sur le long terme, et aussi vous avez besoin d'exploiter vos ressources avec un savoir-faire pour pouvoir générer non seulement des services, mais des produits. Maintenant, en termes du Congo, il y a beaucoup de licenciés, il y a beaucoup de Congolais, mais d'ordre dispersé. Il n'y a pas d'incentive venant du gouvernement pour pouvoir les ramener depuis les 20-30 dernières années sans passer par le chemin de la politique, mais pour pouvoir venir entreprendre. Parce que déjà, on a établi qu'il n'y a pas de banque commerciale. D'accord? Et maintenant, avec le doublement, la projection dit qu'il y aura un doublement démographique. Donc, facilement, d'ici 2030, on peut atteindre les 200 millions et qu'on a le taux de natalité le plus élevé du monde en ce moment. Quelle est la politique? Parce que de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, tous les ministres de l'agriculture et de l'économie ont fait des projets à 5 ans, 10 ans, court terme, moyen terme et long terme, qu'aujourd'hui, on est toujours là à acheter même des tomates en boîte importées, des cure-dents importés, la nourriture importée, contrôlée par les Indo-Libanais, Indo-Pakistanais qui contrôlent toute la distribution et la nourriture du pays. D'accord? Comment on fait pour avoir 200 millions d'habitants, les nourrir avec des politiques d'agriculture solides et des politiques économiques solides? C'est la dernière question. Ok, il faut commencer par dire d'abord que le Congo a la superficie qu'il faut pour supporter cette densité, même en 45 ans. Donc nous pouvons, de manière démographique et de superficie, nous pouvons la supporter. Et je reviendrai sur parler de la politique. Gouverner, c'est savoir, c'est prévoir. Cela va dépendre de la vision de ses dirigeants. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, le développement viendra de nous et ne viendra de nulle part ailleurs. Si vous voyez le plan de financement que nous recevons dans la Banque mondiale et de l'FMI sur l'agriculture, ils mettent plus un accent sur l'agriculture d'exportation et non vivrière. Veut dire qu'on nous demande de faire le café, de faire le thé, de faire le cacao, de faire toutes sortes de produits que nous exportons, que nous ne consommons pas. On nous l'impose aussi au niveau africain. C'est une faiblesse aussi de l'Union africaine. Veut dire qu'on nous demande de faire exactement les mêmes cultures pour aller nous concurrencer dans le même marché. Si l'Union africaine prend conscience, nous allons opter pour une agriculture vivrière. Veut dire produire ce que nous consommons. Et si nous produisons ce que nous consommons, veut dire qu'il y a certains produits qui pourront pousser chez nous, qui ne vont pas forcément pousser au Kenya, dont le Kenya a besoin, par exemple, et nous allons faire ces échanges-là. L'Afrique, le problème que tu évoques n'est pas seulement un problème congolais, c'est un problème africain. L'Afrique, moi je suis un panafricaniste de conviction. Alors je pense que cette réponse
viendra forcément du panafricanisme. Le Congo peut limiter les coûts, d'accord, en mettant une politique d'agriculture locale. Et pour cette politique, nous devons créer des routes de dessertes agricoles et nous devons créer des usines de transformation. Donc, sans les dessertes agricoles, sans les usines de transformation, nous n'allons pas arriver. Et moi, je pense à une chose aussi, je me dis ceci. Les routes nous coûtent trop cher. Les kilomètres sont en millions. Mais si vous voyez la carte du Congo, elle est traversée par le fleuve. Nous pouvons procéder par le balisement du fleuve, qui nous revient beaucoup moins cher. Et si ça nous revient moins cher, par rapport au balisement, par rapport à cette colonne vertébrale qui traverse le Congo, nous pouvons desservir. Après, nous devons mettre un accent d'abord sur le transport ferroviaire. Comment on appelle ferroviaire. Ferroviaire, voilà, ferroviaire, c'est ça, qui nous revient moins cher à la construction et à la maintenance. Et c'est seulement après ça que nous pouvons penser et réunir le Congo par route. Aucun pays n'a commencé par réunir tout ce territoire par route et nous n'allons pas inventer la route. Donc, le problème se pose sur nos dirigeants, d'où la responsabilité justement de la population de désigner des candidats, ces porte-paroles lucides, nationalistes et éclairés, illuminés, si tu veux. En tout cas, je suis satisfait avec la réponse. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir participé. C'était à l'improviste, mais tu as quand même accepté d'y participer. J'apprécie énormément. Et je pense que toute personne qui a écouté ça sera édifiée non seulement par ton intelligence, et tu as un newsologue, en gros. Tu maîtrises plusieurs différents domaines, la politique internationale, que ce soit économique, que ce soit le droit administratif. En tout cas, c'est exactement l'esprit de newsologie que nous prônons ou défendons. Une dernière question avant d'arrêter. Tu sais, newsologue est péjoratif aujourd'hui. Justement, c'est pour ça que je m'approprie. Comme les Noirs américains se sont appropriés du terme nigger. Ils ont créé my nigger. Je me réapproprie newsologue. Pourquoi? Parce que l'éducation congolaise était scientifique, littéraire, commerciale. Exactement. D'accord? Et on a grandi dans ce fléau, dans ce système. Et en arrivant en Occident, on comprend qu'on peut être des spécialistes dans des domaines bien concrets. Et c'est pour ça que je récupère newsologie pour mettre ça en valeur, pour revendiquer mon éducation congolaise d'une manière ou d'une autre. Ça m'a permis d'avoir une culture générale très enrichie. Voilà. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de participer. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Moi aussi, j'espère. Mais une dernière question avant que tu puisses partir. Tu ne penses pas qu'un parallélisme très rapide, un petit raccourci, qu'est-ce que tu penses de la circulation de Kinshasa? Tu ne penses pas que c'est à l'image du pays? Bon, je pense que... En termes d'hommes. Le manque de courtoisie. Oui. En fait, je pense que nous sommes dans un pays. D'abord, tu sais, il ne faut toujours pas condamner les faits, il faut voir les causes. C'est un pays qui vit du jour au jour et que tout est urgent, les gens n'ont pas forcément le bon mental qu'il faut. Alors, la réponse est ailleurs. La réponse, pour moi, c'est d'abord, nous subissons d'abord l'exode rural. Il y a l'exode rural. Et il y a la centralisation des institutions. Là, je viens de voir encore, en plein ville, ils ont construit 2 tours, ils continuent à construire qu'en ville. Et pourtant, ils ont planifié le parking et tout. Ouais. Exactement. Pour moi, il fallait commencer à délocaliser. Et comme je dis, c'est un problème d'homme et de vision. Et quand on a des gens qui naviguent à vue et qui apprennent au sommet, et ben là, nous tirons les conséquences à ça. Justement pour ça, il faut rajeunir cette classe politique. Ceux-là qui sont contents de ce qui se passe, qu'ils reconduisent les mêmes qu'ils étaient là ailleurs. Je pense qu'il y a la voie de la raison, il y a la voie de la lucidité, des gens qui disent que c'est assez et c'est maintenant. Si ce n'est pas nous, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Le changement commence par nous. Absolument. C'est comme disait John Fitzgerald Kennedy, disait que ce n'est pas ce que ton pays peut faire pour toi. Mais... Qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays? C'est pour ça que je suis newsologue. Pour mettre des gens comme toi, des profils comme toi en avant, de manière qu'on puisse emmener. Parce que il n'y a pas plus dangereux, il n'y a pas plus grand virus qu'une idée. Exactement. Qui peut se propager à travers les personnes qui l'écoutent. Ça crée tout un conditionnement mental et la personne peut appliquer ça dans sa vie. Et je pense qu'il est important qu'on puisse avoir ce genre de conversation qui peut paraître difficile. On n'a pas l'intention, on a bien dit que ce n'était pas la vérité infuse. On a parlé de spéculation, c'est des opinions. Et c'est à vous de vous développer, d'étudier, de lire et de créer vos propres opinions. En tout cas, sur ce, je remercie beaucoup Patrick, énormément.
Tu étais à la hauteur du défi. Un grand plaisir, impatient de revenir sur ton plateau. Sans aucun problème. Dit, nous n'avons ni la prétention de la science infuse. La science infuse est une prétention. Absolument. Et ni le monopole du savoir. Donc nous partageons nos aspects, nos visions, nos convictions surtout, et prêts à prendre toutes sortes de remarques et reproches. L'idée, c'est de s'améliorer, de se perfectionner, et voilà. Absolument, j'adhère totalement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été patient avec moi parce que ça fait quasiment 3 semaines que je n'ai pas eu de show. Comme je dis, je suis en business voyage à Kinshasa en ce moment, donc il était un peu très difficile pour moi de consacrer du temps à Newsology. Mais nous sommes de retour et ce n'était pas des moindres avec M. Patrick Kalonji dans cette bonne chance dans ta quête politique et tout ce qui suit. Et j'espère qu'on t'aura très bientôt, Patrick. Je suis là, disponible, très disposé. Sans aucun problème. En tout cas, merci à vous et paix et prospérité. Au TEP. Hakuseko loko sekuyikhupha loko azimisilo kwandini wami yasekukho lula umuntu uthanda mtshela ukuthi uthando lupheli